Bienvenue au deuxième jour de la conférence internationale des doctorants COP21, 5 ans après. Aujourd'hui, nous sommes à la Cité du développement durable, un pôle unique réunissant les acteurs du développement durable et des transitions écologiques. Welcome to the second day of the International PhD Student Conference, COP21, 5 years later. Today we are at la Cité du développement durable, a unique cluster bringing together players Je in suis en coloc. sustainable development and ecological transition. Nous commençons l'introduction par un discours de Madame Violaine Sébillotte, vice-présidente recherche de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et juste après, un discours de Mathilde Morel, spécialiste des économies en développement et en transition, Anne Le Naëlou et Yann Thomas. We start the introduction with a speech of Mrs. Violaine Sébillotte, the Vice President Research of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, and after that, a speech of Mathilde Morel, Specialist in Development and Transition in Economy, Anne Le Naëlou and Yann Thomas. La parole est à vous, Madame Violaine Sébillotte. Merci Laurine, merci à vous pour m'inviter à introduire cette deuxième journée de la conférence internationale que vous organisez. Et j'en profite aussi pour remercier tout de suite Yann Thomas, président de Sorbonne Développement Durable, pour avoir aussi soutenu et peut-être un petit peu de loin, mais en tout cas orchestré cette manifestation avec les doctorants. Et bien sûr, Anne Naëlou pour son accueil à la Cité du Développement Durable. Et pour le soutien, bien entendu, que tous les chercheurs de la Cité du développement durable apportent à cette manifestation. La présidente Christine Nolleduc l'a dit hier en inauguration de la première journée. Vos travaux sont très importants et vous le savez bien, hein, compte tenu de l'enjeu sociétal immense de cette question du réchauffement climatique. Hein, nous le savons tous désormais, même si ça fait des années que les chercheurs le disent et le savent bien. Et donc, comme Christine Nolleduc hier, je voudrais d'abord commencer par vous remercier, par vous féliciter aussi d'avoir organisé, vous, les doctorantes et les doctorants, cette manifestation. Et remercier aussi, parce que je sais qu'ils sont là également, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, qui depuis bien longtemps, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, travaillent sur ces questions, alertent, analysent les phénomènes et transmettent aussi les résultats de leurs recherches. C'est absolument fondamental. Et les félicitations que je vous adresse sont particulières aujourd'hui parce que on est, vous le savez bien, nous traversons une situation sanitaire terrible et qui rendent en fait les, euh, les conditions de mobilisation collective de plus en plus difficiles, hein, très difficiles. Hein. C'est une vraie crise que nous traversons. Donc vraiment, c'est très important de continuer à travailler ensemble, à se réunir, à tout mettre en œuvre pour que la recherche continue et que nous nous retrouvions tous sur ces questions et d'autres. Pour Paris 1, donc une université de SHS, l'enjeu est de participer aussi pleinement que possible à cet élan pour transformer nos pratiques. Donc c'est un enjeu citoyen, bien entendu, mais c'est aussi un enjeu scientifique de mise en place d'une culture pluridisciplinaire qui est appuyée, bien sûr, sur des expertises, hein, des disciplines, hein, et chez nous, celle des géographes, des gestionnaires, des disciplines de management, en passant par l'économie, par l'histoire, par l'archéologie, l'histoire de l'art, la philosophie, la sociologie, la science politique, le droit et bien sûr, Yann, je ne t'oublie pas, les arts plastiques. J'espère n'avoir oublié personne, mais c'est ça la richesse aussi de Paris 1, de cette université de SHS. Et je crois que l'enjeu, via les équipes de recherche et via aussi les écoles doctorales, c'est bien d'élaborer une démarche collective qui change le regard sur nos propres disciplines et qui transforme nos manières de considérer nos objets de recherche. Et c'est ce que réalise aujourd'hui le réseau Sorbonne Développement Durable, qui fédère, je crois, maintenant presque une centaine, hein, d'enseignants-chercheurs de Paris 1, et qui s'appuie donc aussi sur la Cité du développement durable et ainsi que sur Una Europa, une manière d'ouvrir la pluridisciplinarité interne au SHS aux sciences de la Terre et du vivant. Et ça, c'est absolument primordial, bien entendu, sur ces questions. Et en tout cas, il est très important que Paris 1, en tant qu'université SHS, participe à ces débats et à ces recherches.
Alors, si vous le permettez, Yann, Thomas me l'a autorisé. Je vais m'autoriser donc à mon tour un mot un peu plus personnel je voudrais faire une analogie ou une comparaison avec une démarche que je connais mieux, mais qui, je crois, est assez similaire à la démarche que vous entreprenez autour du développement. C'est la démarche qui a été initiée il y a déjà plus d'une quarantaine d'années par les chercheuses et les chercheurs qui travaillent sur les questions de genre. Comme l'environnement, le genre est un objet d'étude systémique qui traverse donc tous les aspects de la vie sociale. Et je crois que c'est de cette manière aussi que l'ONU l'a envisagé dans son objectif l'objectif 5, je crois, hein, d'égalité de genre. Comme vous, je pense, comme vous, les jeunes, hein, les jeunes chercheurs, les chercheurs qui travaillent sur le genre sont des personnes engagées, souvent révoltées, qui veulent transformer le monde et avec urgence, c'est toujours avec urgence. Et ils sont de ce point de vue vraiment des militants. Et je crois que c'est important de le dire et de se le rappeler. Mais comme pour le genre, l'enjeu à l'université est aussi de dépassionner les débats. Et vous allez donc vous êtes conduit en tant que chercheur à vivre ce double positionnement, celui d'un engagement social et politique fort, exigeant, et celui d'une lucidité scientifique intransigeante sur ses méthodes. Et je crois que là est quand même l'enjeu pour les universitaires, hein, pour les chercheurs, c'est d'avoir vraiment de garder ce double positionnement auquel il ne faut renoncer à aucun prix. Et je pense que vos échanges hier et aujourd'hui ont témoigné de ce double engagement, à la fois un engagement citoyen et un engagement en tant que chercheur. Maintenant, pour ma part, en tant que vice-présidente chargée de la recherche, je souhaiterais formuler une requête qui s'inscrit d'ailleurs dans le droit fil de ce qu'a déjà formulé Christine Leduc hier matin en inauguration du colloque. Le travail que vous réalisez doit aussi nous interpeller, nous, membres de ce petit monde universitaire, qui avons souvent de très, très mauvaises pratiques en termes environnementaux. Et je crois que alors, l'université travaille déjà à imposer des normes écologiquement responsables à ses fournisseurs. Hein, je pense au plateau repas, par exemple, lors des colloques. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi sensibiliser et transformer les pratiques des chercheurs, des enseignants-chercheurs de manière individuelle. Et pour ça, je ne vais pas dire j'attends de vous, mais quand même, si un petit peu, j'attendrai volontiers de vous des préconisations concrètes pour nous aider à prendre en compte les objectifs du développement durable et à changer nos habitudes. Je pense par exemple aux petites bouteilles de d'eau en plastique, des gobelets en plastique, etc. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses encore, de goodies qui sont pas du tout nécessaires. Donc je pense que ça serait vraiment intéressant que vos travaux contribuent à l'amélioration de nos pratiques au sein de l'université et notamment dans les pratiques des chercheurs, puisque c'est de ce point de vue-là que je m'adresse à vous. Cette requête n'est pas formelle, hein, c'est vraiment tout à fait sérieux. Je vous invite vraiment à faire remonter des propositions d'action auprès de la présidence. Et voilà, écoutez, je pense que j'en ai assez dit. En tout cas, je vous souhaite maintenant une très belle et passionnante journée. Je ne doute pas qu'elle le sera d'ailleurs, vu la qualité de ce que j'ai déjà entendu hier matin. Je n'ai pas pu rester l'après-midi. Mais bonne journée à vous tous. Et Paris 1 est là derrière, en tout cas, pour vous soutenir. N'hésitez pas. Et en tout cas, nous attendons aussi vraiment des échanges réciproques pour faire avancer les choses d'un point de vue très concret. Merci et bonne journée. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais donner la parole à Yann. Je remercie notre vice-présidente pour ses mots et ses encouragements. Nous allons d'abord entendre la parole d'Anne Lenaelou. Merci, merci beaucoup pour ce mot d'introduction. Ça nous touche beaucoup, hein, cet encouragement sur la recherche, une recherche transversale sur les questions de développement durable. Nous en avons bien besoin, nous y croyons, mais c'est vrai que tout votre soutien est vraiment extrêmement précieux pour nous. Welcome to all the doctoral students for this second day, first international PhD conference, COP21, 5 years later. What's going on? Organized by Sorbonne Développement Durable Network of University of Paris 1 at the Cité du Développement Durable. You are received here at the university
in a component of the University Paris I, which is the Sorbonne Institute of Development Institutes and its laboratory, Développement et Société. Both of those two components of Paris I are members of Sorbonne Développement Durable Network. It is a rather special place where you are received today, and I would like to briefly present it you. And I hope that another time, fall 2021 or 2022, you will be able to come and visit this very moving place, which is the Cité de Développement Durable in the east part of Paris. So I will share with you a PowerPoint. I made it yesterday night in English, so everybody can, can understand. And I will, if you permit, I will speak in French, and it's the same one in English. So, la Cité du Développement Durable est un lieu fondé en 2018 par 18 organismes sous la présidence de l'Université de Paris I qui ont décidé de se regrouper sur un site historique de la mairie de Paris et qui est un lieu pluridisciplinaire, donc un regroupement pluridisciplinaire qui n'a pas d'équivalent en Île-de-France actuellement, en région Île-de-France et peut-être même en France, et de manière très inédite, présidé par l'Université de Paris I, et autour de cette université, un certain nombre d'acteurs donc engagés sur la compréhension, l'expertise, l'enseignement des transitions écologiques en France, en Union européenne et à l'étranger, dans nombre de pays à l'étranger, puisque le site est particulièrement investi sur les questions de coopération internationale, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient technologiques, sur les questions d'appui aux transitions écologiques. Voilà, donc sur le site, vous trouverez des UMR, un établissement public dédié qui est le CIRAD, qui travaille sur l'agronomie tropicale et l'agronomie de manière générale. Vous avez donc des étudiants de master 1, master 2. Il y a environ 200 étudiants qui sont donc investis sur cette mention études du développement. Et vous avez également des associations, des ONG, des bureaux d'études, des plateformes professionnelles. Il y a par exemple Commerce Équitable France et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Sur ce site, vous retrouvez donc l'ensemble de ces acteurs. Nous travaillons donc en complémentarité. Nous travaillons sur nos domaines de compétences. Nous poussons au plus loin nos expertises en matière de recherche, qu'elles soient appliquées, fondamentales ou de l'enseignement à la recherche par la recherche. Et vous avez donc là l'écosystème des acteurs qui travaillons ensemble sur les thèmes et les topics donc, que vous pouvez découvrir ci-dessous et qui sont donc reliés à une tentative d'explication, de compréhension des 17 objectifs du développement durable que vous découvrez sur la droite de cette slide, avec un principe d'action qu'ensemble, nous avons besoin de rejoindre nos forces, de rejoindre nos différents types de connaissances pour comprendre d'abord, inventer de nouvelles trajectoires de développement respectueuses et solidaires. Pour cela, nous avons décidé d'avoir un certain nombre de principes en matière de travail communs. D'abord, nous avons décidé de décloisonner nos expertises et nos recherches. Nous avons décidé d'enseigner et de diffuser ces connaissances. Nous décidons également ensemble de partager et de discuter les innovations qui existent en France, en Union européenne ou à l'international et qui sont expérimentées et sur lesquelles nous pouvons apprendre. Et nous facilitons également des collaborations multi-acteurs sur le site ici de la Cité du développement durable, je vais vous la situer tout à l'heure. Et enfin, nous encourageons aussi la prise de connaissances et l'insertion sur des nouveaux métiers du développement durable. Et voilà, donc voilà à peu près nos principes. Et enfin, pour vous faire découvrir ce lieu où vous n'êtes pas aujourd'hui, je vous ai donc mis une carte. Le jardin se situe dans la partie est du bois de Vincennes, sur un ancien lieu où ont été organisées 2 expositions coloniales en 1905 et en 1907, sur lequel subsiste aujourd'hui un jardin
jardin mémoriel, un campus et un certain nombre d'autres bâtiments qui sont en voie de réhabilitation. Et vous pouvez découvrir donc à la fois des pavillons qui sont des restes des expositions coloniales, un pavillon dans lequel se tient aujourd'hui la conférence internationale. Donc, on the up right of the slide, this is the place where the conference is organized today. Et enfin, en bas, une ferme urbaine qui vient aussi nous rappeler que l'on peut avoir de la culture, de l'alimentation, des manières de travailler en ville et sur lesquels nous regardons, que nous explorons beaucoup. Et voilà un certain nombre de contacts, en tout cas le contact de la cité, des étudiants de tout horizon qui travaillent sur cette cité au niveau master M1, M2 et doctorant, tous engagés donc sur les questions du développement et du développement durable. Je vous remercie. Je suis à votre disposition pour plus ample information sur cette cité. Je nous souhaite, and I will conclude this presentation on remember that yesterday we had very nice exchanges and on understanding of the challenge that remain and to be met. Let's continue this day and lay together the foundation of a knowledge community on the SDGs together. Donc, thank you very much and good day for everybody and of us. Thank you. Merci, Yann. The purpose of Sorbonne Sustainable Development is to train a new generation of researchers and decision makers that will have the disciplinary expertise and the interdisciplinary knowledge fit to address and solve the societal challenges posed by sustainable development. There is a global consensus about what these challenges are. They are summed up by the 17 Sustainable Development Goals agreed upon by world leaders gathered at the UN Sustainable Development Summit in September 2015. Large parts of the scientific basis, technological, innovation institutions, and human capital required to address these challenges are missing. Sorbonne Sustainable Development aims to contribute directly to progress in the science and education sectors and indirectly to emergence socio-economic, institutional, and technological innovations in this direction. From the scientific perspective, each of the 17 Sustainable Development Goals poses specific challenges, but these are also cross-cutting conceptual and methodological issues. First, in order to ground more deeply interdisciplinary research into academic disciplines, one requires the development and shared definitions among disciplines and high-level concepts, such as collective action, organization responsibility, and intemporal and intergeneration choice. Second, one needs major advances in modeling to investigate the interactions between the short and the long term, the local and the global scales, the environmental and the socio-economic spheres. Third, the availability and exponentially large data sets regarding both socio-economic activities and environmental dynamics represents a tremendous opportunity to understand social transformations that can only be seized by the deployment of cutting-edge ICT technologies in social science research. As a first fully COPE certified university and the Human Rights Hub of the UN Academic Impact Program, Paris 1 Panthéon-Sorbonne University plans to be an integral part in the development of these innovation technologies and scientific research. Then now to purchase in that presentation, I would like to give the words of Dan Thomas. Dan Thomas is in charge of the communication and partnerships leaders communication of Global Compact.
He's in the board of Global Compact. He's a pioneer of collaborative communications leaders with 20 years of experience, and he has created partnerships to communicate about and support sustainable development, global health, climate action, humanitarian emergencies, and innovative finance. Then Dan Thomas is speaking now for us. Maybe Mathilde, you can have a talk now, and I will give the word to Dan immediately after. Then let's listen to Mathilde Morel now. Je suis très heureuse d'introduire, je remercie Yann d'ailleurs, d'introduire avec mes collègues cette deuxième journée consacrée à la COP 21, 5 ans après, sur le développement local, rural, urbain. Très heureuse en particulier dans cette dimension pluridisciplinaire qui a été soulignée par ma collègue Violaine Sébillotte. Cette dimension pluridisciplinaire qui fait que ce que je propose de partager avec vous, c'est un peu une expérience de pluridisciplinarité, puisque je vais commenter et introduire les travaux qui nous sont présentés maintenant, enfin dès que nous aurons pu rétablir résoudre les petits problèmes techniques que nous avons. Mais je vais donc présenter ces travaux de nos jeunes collègues doctorants dans des disciplines qui ne sont pas la mienne. Ma discipline, c'est l'économie. Mais j'ai vraiment senti en découvrant, en lisant, parcourant tous ces travaux, qu'ils apportaient un éclairage tout à fait complémentaire à des questions que nous, les économistes, nous posons quotidiennement. Et ces questions, et en particulier quand il s'agit de développement durable et d'environnement, comment concilier la soutenabilité et la croissance, et comment construire, faire émerger un modèle de croissance soutenable, et comment réconcilier également les niveaux local et global. Et cette question d'ailleurs va bien au-delà de la problématique environnementale. Et à ces deux questions, mes jeunes collègues en sociologie, architecture et urbanisme, arts, sciences des transports, et puis il y a eu beaucoup d'autres disciplines hier, et il y en aura encore d'autres cet après-midi, donnent une réponse qui, moi, m'a particulièrement interpellée. Alors, les 4 présentations que nous allons entendre les 4 présentations que nous allons entendre dans cette première session s'interrogent donc sur le rôle, sur la dimension que peut jouer le niveau local. Alors, ce niveau local est entendu comme la ville producteur, Bruxelles ou Vienne, le territoire, avec à travers le prisme du territorialisme italien, avec un exemple qui illustre cette théorie qui date de la deuxième partie des années 90, l'exemple de Mezzago à 25 km de Milan. 2 arrondissements, à travers l'exemple aussi de 2 arrondissements parisiens que sont le 18e et le 19e arrondissement. Quel rôle donc peut jouer ce niveau local dans l'émergence d'un modèle, je dirais, décentralisé, territorialisé, de développement durable, qui permettra peut-être mieux que le modèle dominant d'atteindre les objectifs du développement durable. Alors, on sent bien que le commun dénominateur de tous ces travaux, c'est l'hypothèse, ou plutôt le pressentiment, qu'il y a une tension, un conflit entre le local et le global. Et les questions que se posent nos jeunes collègues, c'est comment dépasser cette tension entre le local et le global. Premier papier, enfin première contribution, le titre est le suivant: le soin du territoire, un levier du développement durable. Dans cet article, donc, l'auteur se demande comment rendre compatible la volonté d'enraciner un modèle économique dans un territoire, et comment faire en sorte que cet enracinement soit porteur de développement économique durable ou pas d'ailleurs. Alors l'approche théorique qui est retenue, je le disais tout à l'heure, c'est le territorialisme, l'école territorialiste italienne, mais qui permet de donc dépasser les modèles dominants actuels où le global, l'approche globale,
basée sur la négation du territoire. Donc, cette approche va déboucher sur un recentrage sur le territoire, un recentrage sur le local, le soin du territoire, qui peut s'avérer être un levier. Et alors, il y a un exemple que j'ai trouvé vraiment fascinant, l'exemple de l'asperge rose à Mezzago, qui est à 25 km de Milan. Et la question que je me suis posée, que se pose l'auteur, bien sûr, est-ce que cet exemple est anecdotique, pardon, ou est-ce que c'est une sorte de paradigme qui pourrait être érigé en exemple et généralisé? Parce qu'il y a quand même cette question de la généralisation que je crois qu'il faut à travers les discussions que nous aurons, les débats que nous aurons, on adresse, hein, pour utiliser un logisme. Alors, ensuite, on a une proposition, enfin un texte qui est proposé par Alexia Antofermo et Christopher Alexander Kostritsky-Gellert. J'espère que je n'écorche pas trop leur nom. Avec bon, il y a une jolie formulation dans ce travail, visitaire des futurs. Alors moi, j'ai interprété ça comme quelque chose à l'intersection des mots visiteur et visionnaire, hein. Bon, mais ce sont un peu là, c'est le département des arts qui nous propose cette analyse. L'objectif, c'est d'imaginer, à partir d'une enquête, à partir d'ateliers, ce que sera la ville du futur. Une ville, si possible, écologiste, une ville qui sera peuplée de fermes souterraines sur les toits, de fermes pédagogiques. Bon, là, c'est l'économiste qui reprend le micro. Le rêve n'ayant par définition pas de contraintes, on perçoit les limites de ce qu'il produit. Et les auteurs le soulignent, ils en sont conscients d'ailleurs, hein, en évoquant la migration forcée de ces populations, je ne sais pas si c'est le terme juste, hein, mais de ces quartiers parisiens dans lesquels les prix du foncier, de l'immobilier grimpent pour converger vers la moyenne parisienne. Migration de ces populations en dehors de Paris, et puis l'angoisse qui s'exprime dans les rêves, ainsi que les réponses poétiques qui sont suscitées par cette ségrégation urbaine imposée et subie. Bon, même si mais ce travail a certainement le mérite de souligner ce que désirent, ce que redoutent les individus dans leur quartier, et les réponses, peut-être des réponses à court terme, mais face à des problématiques comme cette ségrégation et migration forcée. Alors, il y a deux autres contributions, et j'espère qu'on va pouvoir donner la parole ensuite au dernier. Donc, deux autres contributions qui portent sur les transports et les modèles de développement urbain. Le titre donc de la troisième, Intermob, de la compréhension des facteurs influençant la mobilité active et durable à l'élaboration d'une intervention de changement de comportement ciblant le changement de mobilité. Alors, ce texte nous est proposé par Claudia Terran Escobar. Et là, c'est un travail, donc on a eu le département des arts, on a eu la philosophie, je dirais, ensuite l'épistémologie, la philosophie, maintenant la sociologie, sociologie des transports, et qui est portée par une enquête Intermob auprès de 500 utilisateurs à Grenoble pour comprendre les facteurs qui déterminent le recours à des modes de déplacement propres. On les connaît tous maintenant, hein, la bicyclette, le vélo, le vélo et la voiture électrique, qui réduisent les émissions de polluants et les émissions de particules fines. Alors, qu'est-ce qui fait que les consommateurs, les utilisateurs vont se tourner vers le vélo et la voiture plutôt que la voiture? Le vélo, pardon, et la voiture électrique plutôt, ou les transports publics, infrastructures publiques moins polluantes plutôt que la voiture. Alors, l'auteur propose deux ensembles de facteurs qu'elle mesure: les préférences pour ou contre la voiture, les préférences des individus qu'on révèle à travers des questions, et puis les contraintes, des contraintes dures, avoir des enfants de plus de 12 ans, travailler à temps plein loin de son domicile, qui fait qu'on a besoin de moyens de transport flexibles et voilà. Donc, sur ces deux ensembles de facteurs, il y a deux moyens d'action. Ce que Claudia appelle les leviers doux, changer les préférences, et par des campagnes de sensibilisation, hein. Et puis, deuxièmement, les leviers durs,
donc la politique économique, hein, dans les deux cas. Les leviers durs, mettre à la disposition des moyens de transport qui se substituent, mais qui sont de bons substituts à la voiture pour conduire les enfants, pour aller travailler et pour renoncer finalement à l'utilisation de la voiture qui est polluante. Je crois que c'est très juste de souligner la complémentarité de ces deux leviers qui permettront de mettre en place dans les villes des moyens une mobilité propre. La dernière contribution, la ville productive, émergence d'une thématique en faveur d'un développement urbain équilibré et durable. Alors là, c'est le département, enfin c'est l'architecture et l'urbanisme par Gillard Alexis, très belle analyse qui qui nous propose une définition qui n'est pas celle de l'économie, mais avec beaucoup de similarités. La durabilité, c'est la caractéristique d'un modèle urbain circulaire qui permet d'atteindre simultanément plusieurs objectifs du développement durable, et en particulier deux, moi que j'ai retenu plus que les autres. Deuxièmement, la garantie de l'emploi, de la production, qui permet d'atteindre l'objectif de croissance et de lutte contre la pauvreté, y compris dans les pays développés. Donc, il faut remettre dans la ville, au cœur de la ville, les ateliers, les entrepôts, les fabriques qui en sont chassés, qui aujourd'hui sont à la périphérie à cause de l'augmentation des prix de l'immobilier. Et puis, deuxième objectif, la diminution de l'empreinte écologique. Il faut penser des modèles urbains, penser un urbanisme qui intègre le recyclage. Et l'auteur là nous donne deux exemples, Bruxelles et Vienne. La question étant à nouveau de savoir si ces deux exemples, ces deux villes sont des exemples transférables et généralisables à d'autres. Voilà, donc à la question posée par ces textes, hein, je tente l'attention, c'est la question de la tension entre le local et le global, trouver des solutions locales qui soient durables. Chaque texte va tenter d'apporter une réponse. Chaque texte s'appuie sur des exemples qui sont des solutions locales, particulières. Je crois que la grande question, c'est celle de la généralisation et de la recommandation politique. Merci beaucoup pour cette introduction vraiment très, très complète.